Bonsoir à tous, bienvenue sur le rameau. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre troisième entretien enregistré. Donc ce soir, nous accueillons le responsable national en charge de l'euro et des questions monétaires à l'UPR, Monsieur Vincent Brousseau. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Super. Donc nous sommes ici pour environ 1 heure. Donc les questions ont été découpées par thématique. On a eu beaucoup de questions, donc on ne pourra pas toutes les poser malheureusement. Donc le premier thème, c'est la monnaie. C'est votre spécialité. Et donc j'aimerais vous poser comme première question un peu une question introductive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la maîtrise de sa monnaie permet de contrôler son économie? Ça paraît évident parce qu'on peut faire une politique monétaire adaptée aux besoins du pays en question. Donc si vous êtes, comme c'est justement le cas de la France, dans une union monétaire, vous allez devoir faire une politique qui sera adaptée en principe aux besoins de l'Union européenne ou de la zone euro. Mais la zone euro, c'est pas la France, donc ce ne sera pas optimalement adapté à l'économie proprement française. Charles-Henri Gallois nous avait dit lors de son dernier entretien que revenir à l'étalon or aurait plus de points négatifs que positifs. Est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un moyen de trouver un juste milieu? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un étalon or avec des moyens de le rendre plus flexible, par exemple? Bah non, s'il est flexible, justement, ce n'est plus un étalon or. L'étalon or, ça veut dire que la monnaie est vraiment de l'or. Si vous ajoutez des accommodements, du coup, c'est plus l'étalon or. Par exemple, si vous faites je sais pas, quel genre de flexibilité vous pourriez introduire, à votre avis? Bon, mettons que vous vouliez dire, tiens, ce que je vais faire des billets qui seront gagés sur l'or. Oui. Ça va introduire de la flexibilité, et puis et ça circulera plus facilement, ça évitera de des lingots d'or, tout ça, d'accord? Bon, ce qui va se passer, c'est la première fois, c'est-à-dire vers les années... les gens ne se sont pas méfiés. Bon, un billet représentait effectivement une certaine contre-valeur en or. Et depuis, comme vous le savez, depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu des décrochages entre la valeur nominative des billets et de l'or. Et ça, les gens s'en souviennent. C'est quelque chose qui ne pouvait marcher qu'une fois. À partir du moment où les gens ont vu des monnaies basées sur l'or être débasées, aucune monnaie basée sur l'or ne pourra jamais valoir la même chose que l'or, puisqu'on sait qu'elle peut être débasée. Et donc la seule possibilité d'avoir d'avoir un étalon or, c'est d'avoir vraiment de l'or métallique. Et ça, c'est quand même pas très pratique. Songez que quand l'étalon or a été abandonné, ça devait être vers 1900. Enfin, il n'a pas été abandonné de manière formelle, mais le processus qui a amené à la désagrégation du fait que l'or soit l'étalon monétaire a débuté, je dirais, à la fin de la Première Guerre mondiale. Bon. Donc, comme référence 1900, en 1900, vous aviez un certain PIB de la planète Terre, un certain stock de métal qui était disponible. Depuis cette époque, le PIB de la planète Terre s'est multiplié par peut-être 40. Et par contre, le stock de métal or disponible sur la planète Terre, il s'est pas multiplié du tout par 40. Il s'est peut-être multiplié par 1,4 ou 1,5. Enfin, en tout état de cause, le rapport entre ce qu'il faut monétiser et la quantité de métal disponible n'est plus du tout la même que lorsque le système or est arrivé au bout de ses limites. Donc maintenant, on devrait, si véritablement on avait un étalon or, on devrait payer avec de la poudre d'or. De la poudre d'or dans le porte-monnaie. Il y a aucun moyen de le contourner. On peut pas dire, mais à côté on va faire des pièces en cuivre et des pièces en laiton, en convenant que les pièces en cuivre valent telle fraction d'or et les pièces en laiton valent telle autre fraction d'or. C'est pareil, ça marchera pas parce que le lien entre ces pièces de laiton et ces pièces de cuivre ne sera pas infiniment crédible. Et donc les gens vont pas tenir ces planètes subdivision pour véritablement on peut maintenant avoir un étalon or que sous la forme de vrai or. Il n'y en a pas assez. Ou alors il faut qu'il ait une valeur extraordinaire et que du coup il n'est pas du tout utilisable. Donc ça c'est la raison principale, mais il y a aussi une raison plus anecdotique que j'aimerais bien mentionner. C'est le fait que la technologie avance et depuis environ 1945 on sait faire de la transmutation de métaux. La raison pour laquelle on ne fabrique pas d'or, c'est parce que c'est trop coûteux. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une loi de la physique qui l'interdit. En fait, c'est possible et ça a déjà été fait. Or, quand il y a un verrou qui est une loi physique, il est là pour l'éternité. Mais quand il y a un verrou qui est simplement un verrou technologique, tôt ou tard, il saute.
Donc ça veut dire que un jour, le processus pour transmuer les métaux sera pas cher que ça, et ce jour-là, si l'économie de la Terre était basée sur un métal, sur l'or par exemple, ce serait une catastrophe. Une fois retrouvé notre souveraineté, comment s'échapper du dollar et donc de l'extraterritorialité des lois américaines? Alors, l'extraterritorialité des lois américaines, c'est autre chose. C'est simplement une question de volonté politique. Il faut dire que on ne fait pas respecter de lois extraterritoriales chez nous. C'est pas monétaire. C'est par exemple s'il y a une loi extraterritoriale qui dit que un Cubain ne peut pas être logé dans un hôtel d'une chaîne américaine, comme c'est arrivé une fois, que cette loi ne soit pas respectée et ne soit pas obligatoire par la police française. C'est pas monétaire. Alors, votre autre question, c'est sur comment s'échapper du dollar. Oui, oui. Alors ça, je dois dire que je comprends pas ce qu'il entend par s'échapper du dollar. En fait, je pense qu'il voulait dire, est-ce que le lien entre le dollar et les lois extraterritoriales ne sont pas, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces deux choses en fait? Non, pas nécessairement. Alors il y a bien des ennuis à utiliser le dollar comme monnaie internationale. Par exemple, on peut être coupé du réseau bancaire du réseau informatique plutôt. C'est même pas un réseau informatique, c'est un protocole, quoi. C'est un truc abstrait, mais la machinerie, si vous voulez, par lesquelles les dollars passent. Bon, les États-Unis ont la possibilité d'empêcher quelqu'un d'avoir accès aux dollars, comme ils le font, je crois, maintenant pour l'Iran, pas recevoir de dollars, autrement qu'en billets, ce qui est évidemment un peu compliqué. Donc ça procure un avantage certain aux États-Unis parce qu'ils peuvent faire pression, mais il y a des limites. Les États-Unis peuvent faire ça pour un pays de l'Iran, ils peuvent faire ça à titre symbolique pour une région d'un grand pays, la Crimée, mais ils peuvent pas le faire pour le grand pays lui-même. Ils peuvent pas se mettre à couper l'accès de la Russie au dollar. Ce serait trop... Ils auraient des réactions trop violentes. Et donc, il y a quand même une limite au pouvoir que ça leur confère. Donc, cette histoire de couper l'accès de la Crimée est en réalité symbolique, parce que quand vous voulez envoyer des dollars en Crimée, ce que vous faites, c'est que vous les envoyez dans une autre partie de la Russie, et voilà. Et après, ils s'arrangent à l'intérieur. Ça confère donc un avantage aux États-Unis, mais qui n'est pas, qui marche surtout contre les petits pays. Les pays d'une certaine taille comme la France ou la Russie, c'est plus difficile à utiliser. Mais est-ce qu'on peut y échapper? Je crois pas, parce qu'il faudrait que le dollar cesse d'être la monnaie du monde, et c'est pas entre nos mains. En fait, seuls les Américains pourraient faire en sorte que le dollar cesse d'être la monnaie du monde en faisant suffisamment de bêtises pour déclencher la transition de cette monnaie vers une autre monnaie. Mais comme ils sont pas complètement idiots, ils le feront pas. C'est d'ailleurs aussi précisément pour cette raison qu'ils vont pas abuser du effet de levier que ça leur confère pour embêter des trop gros pays. Parce que ça, justement, ça pourrait déclencher une réaction en chaîne. Mais si les Américains ne font aucune bêtise, je pense que le dollar restera la monnaie du monde pendant fort longtemps. Les monnaies locales ne permettraient-elles pas de booster les circuits courts et ainsi relocaliser l'économie française en abandonnant les grandes multinationales et en favorisant les PME? Est-ce que pour vous, les monnaies locales sont intéressantes? Du point de vue qu'il vient de dire? Oui. Non. Non, parce qu'une monnaie locale, malgré l'homonymie, malgré le fait que ça s'appelle monnaie, c'est pas une monnaie. C'est en réalité quelque chose qui est basé sur la monnaie nationale. Ou sur l'euro dans le cas de la zone euro. Mais une monnaie locale n'existe pas indépendamment du franc ou de l'euro. C'est juste, si vous voulez, des francs ou des euros impactés différemment. En dehors du dollar et de l'euro, quelles sont pour vous les monnaies et zones économiques qui vous paraissent les plus stables et prometteuses à court, moyen et ou long terme? Stables sont celles qui sont traditionnellement considérées comme stables, c'est-à-dire les deux qui viennent de citer. Et puis le Japon et certains satellites du monde occidental comme l'Australie, le Canada, etc. Bien entendu, aussi ce qu'il y a dans le continent européen, mis à part la zone euro, donc ça peut être les monnaies scandinaves, prometteuse. Ça, c'est plus difficile de répondre parce qu'il faudrait faire un pronostic sur l'évolution de l'économie des pays, genre se poser la question, est-ce que l'Inde va tout à coup devenir une grande puissance? Mais ça, je crois pas qu'on puisse le faire sérieusement. C'est-à-dire, je peux naturellement dire je crois que l'Inde va devenir une grande puissance économique, mais j'ai pas réellement d'argument pour le prouver. Et puis si j'ai tort, tout le monde aura oublié que je l'ai dit, donc ça vaut pas grand-chose. Donc
Ce qui est prometteur, je sais pas. Ce qui est stable, c'est en gros les pays de l'OCDE. Et du coup, quelle monnaie vous verriez remplacer le dollar si ce dernier devait s'effondrer pour X raisons? D'après ce que j'ai dit avant, il ne pourrait s'effondrer que si les États-Unis faisaient de grosses bêtises, c'est-à-dire abusaient du privilège que ça leur confère. Et ça suppose effectivement que non seulement le statut monétaire des États-Unis, mais aussi l'économie américaine aurait subi un gros choc. À ce moment-là, ce qui est vraisemblable, c'est que ce seraient les monnaies allemandes et japonaises qui prendraient le relais. Vous avez évoqué le fait que la dette n'est pas un problème en soi tant qu'elle est détenue par des nationaux. Il semble que celle-ci a considérablement augmenté depuis les années 80 et l'on constate un net recul de la démocratie. La finance semble bel et bien avoir pris le dessus sur le peuple qui, selon Cécile Robert, n'est devenu qu'un lobby parmi d'autres. La dette ne peut-elle pas être responsable de ce recul démocratique? Non, je ne le pense pas, parce que ce recul démocratique, on l'observe vraiment spécialement en France, dans quelques autres pays de l'Union européenne. Alors que le problème de l'explosion de la dette est général. Il concerne l'ensemble des pays industrialisés. Donc je ne vois pas de lien de cause à effet entre les deux choses. Une fois sorti de l'euro, imaginez-vous un autre mécanisme de création monétaire, autre que celui basé sur la dette, système qui s'apparente de près ou de loin à un système de Ponzi. Alors, moi, le système que j'envisage est celui qui prévalait entre 1945 et 1998. Et je ne pense pas que ce système ait été un système de Ponzi. Alors ensuite, quand votre internaute me dit que c'est un système basé sur la dette, je voudrais l'inviter à préciser ce qu'il entend par là. Le système ne requiert pas que l'État soit... Ça arrive, c'est arrivé pendant certaines périodes dans l'intervalle de temps que j'ai précisé, mais c'est pas non plus systématiquement le cas. Et par ailleurs, c'est un système qui n'a pas été appliqué qu'en France, mais aussi dans quantité d'autres pays dont certains n'étaient pas du tout endettés. Donc il n'y a pas de lien entre les deux choses. Je crois qu'il ne faut pas confondre des notions, comment dirais-je, de morale ou émotionnelle avec des notions techniques. Système que nous, à l'UPR, on préconise, est en fait le système qui a existé jusqu'en 98. Donc il n'y a pas une modification des règles du jeu. Il y a simplement le fait qu'il n'y a plus de lien avec la Banque Centrale Européenne. Et par voie de conséquent, que la politique monétaire peut être gérée uniquement à l'intérieur de l'Hexagone, que ce soit par la Banque de France, par le gouvernement de la France, ou enfin étatique qui est dans la France. C'est la seule différence. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on va modifier la façon dont c'est organisé. Quelles seraient les conséquences d'un défaut souverain pour la France sur le plan économique? S'il y avait un défaut souverain de la France, ce qui se produirait, c'est que la France ne pourrait plus emprunter sur les marchés étrangers. Ça serait une certaine perte de flexibilité. Mais je vous rappelle que nous, de toute façon, on souhaite que la France emprunte aux Français. C'est-à-dire que les investisseurs étrangers perdent l'habitude de détenir la dette française et que les investisseurs français perdent l'habitude de détenir la dette étrangère. Donc, c'est pas évident que ça aurait un effet tellement dévastateur. Cependant, à préciser que le défaut souverain de la France est d'une extrême improbabilité. D'accord. Et si vous deviez dire en quelques mots pourquoi justement vous pensez que c'est improbable? Quand est-ce que c'est arrivé pour la dernière fois? Alors moi j'ai pas souvenir effectivement. Ouais, je crois que la dernière fois c'était vers Napoléon ou la Révolution. Si l'on part du postulat que l'ensemble de la dette en France est en monnaie nationale, une dévaluation aurait donc des conséquences minimes, voire inexistantes pour cette dette. Mais peut-on avoir le moyen de savoir si nos chers dirigeants bienveillants ne se mettent pas maintenant à contracter de la dette publique ou en devises étrangères et par ce mécanisme à compromettre une dévaluation en cas de retour au franc? Oui, en principe, la France pourrait très bien emprunter en dette étrangère, et si elle le faisait, à ce moment-là, la lex monetae ne jouerait pas. Elle serait si par exemple la France empruntait en dollars, une fois que le Frexit aurait eu lieu, ce qui est dû en dollars serait toujours dû en dollars. Vous êtes d'accord? Oui. Alors par contre, ce qu'il y a, c'est que la France n'a pas l'habitude de faire ça. Je pense que si on regarde le catalogue de toutes les obligations souveraines souscrites par la France, vous allez en trouver un petit nombre qui sont souscrites en des devises autres que la devise française. De même que vous allez en trouver un petit nombre qui sont souscrites en droit autre que le droit domestique français. Mais ça va rester une minorité. Enfin, si la France le faisait d'une manière habituelle, je suis sûr qu'on en aurait entendu parler.
En tout cas, moi, quand j'avais accès aux terminaux Bloomberg et Reuters de mon ancienne institution, il n'y avait pas. N'y a-t-il pas un problème à laisser aux banques commerciales la possibilité de choisir de financer certains projets plutôt que d'autres via le crédit bancaire? N'est-ce pas un problème démocratique de fond? Non, c'est pas un problème démocratique de fond parce que c'est eux les prêteurs. Donc il est normal qu'ils puissent choisir où ils aventurent ou n'aventurent pas leur argent. Il n'y a pas de droit à l'emprunt qui soit dans les droits de l'homme. Alors après, ce qu'on peut faire, et c'est ce qui se faisait dans la France du CNR, Comité national de la résistance, qui était en fait le cadre général du programme de gouvernement qui a été suivi entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et, je dirais, vers le milieu des années 80, il se passait que l'État pouvait prendre sur lui de financer des choses qui lui paraissaient intéressantes, qui n'auraient pas été financées par les banques de leur propre initiative. Une façon de le contourner, et ça implique que l'État, lui, ait jugé que le projet soit intéressant. Pour des raisons qui peuvent d'ailleurs être pas forcément directement économiques. Ça peut être pour désenclaver une région ou rendre un service quelconque à la collectivité. Mais par contre, demander aux banques d'avoir ce genre de démarche, c'est pas possible parce qu'à la base, une banque est censée gagner de l'argent et c'est pas un gouvernement, justement. Alors si on parle maintenant un peu de l'étranger, que pensez-vous des accords commerciaux passés entre la Chine, la Russie et l'Iran pour s'échanger des biens et services et ensuite se payer en or et ou en matières premières? Est-ce une forme de dédollarisation et est-ce le début d'un changement de système monétaire selon vous? Alors ce serait une forme de dédollarisation en effet si se payaient les biens et les services en or proprement dit. Par contre, ça je l'ai pas vu que j'ai parfois entendu parler du fait qu'ils se paieraient des biens et des services dans leur propre devise. C'était jamais très clairement sourcé et en particulier on voyait pas comment ça pouvait contourner l'inconvertibilité de la monnaie chinoise, mais des paiements en or, ça ne me dit rien. Pas sûr que ça existe au moment où nous parlons. Par exemple, vous pouvez penser à du pétrole acheté en or, n'est-ce pas? Oui. Et faire ça. Mais en fait, il n'y a pas eu ça. Quand il y a eu un buzz sur un contrat futur que la Chine lancerait, soi-disant qui serait baqué sur l'or, d'abord il y avait un problème de définition. Les gens qui en parlaient ne savaient pas en quel sens il allait être baqué sur l'or. Ce qui était certain, c'est qu'il ne l'était pas dans le sens où une banque peut être baquée sur l'or. C'est-à-dire que il n'y avait pas un ratio fixe établi à l'avance entre la monnaie chinoise et une certaine quantité d'or. Le vendeur de pétrole pouvait faire appel et dire ben voilà, je veux telle quantité d'or parce que j'ai vendu ça tant de yens et qu'il y a ce taux de change fixe entre le yen et l'or. Ça n'existe pas. Donc, les gens ont pas mal fantasmé sur cette histoire, en inventant d'ailleurs des théories de plus en plus abracadabrantes. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand ce fameux contrat est sorti et qui s'est mis à traiter, en fait, aujourd'hui, sur un marché de Shanghai, il n'y avait plus aucune référence à l'or dedans. C'était uniquement du yuan. Et est-ce que vous pouvez imaginer que la Russie et la Chine s'échangent des biens et des services qui paieraient en or? Je sais pas, qu'est-ce que la Russie vend à la Chine? Elle lui vend des armes. Avez-vous entendu parler d'armes réglées en lingots d'or? Non, effectivement. Qu'est-ce que la Chine vend à la Russie? Je pense que ça doit être plus général et qu'elle lui vend plus de biens de consommation. Mais connaissant les Russes, je les vois mal se dessaisir de leur or pour et des biens de consommation. Enfin, ça paraîtrait un comportement inhabituel pour eux. Donc, le remplacement du dollar par l'or conduirait à la dédollarisation si effectivement les gens se mettaient à se payer les uns les autres en or, mais je crois pas qu'il l'ait fait. Quelle était l'alternative? Il n'a pas seulement parlé, votre questionnaire, d'or, mais d'autres choses? Non, il demandait juste après, est-ce que c'est le début d'un changement de système monétaire? Ben oui, mais si c'est juste l'or, je pense qu'on n'assiste pas au début d'un changement de système monétaire. Mais je crois qu'il avait mentionné autre chose que l'or. Que pensez-vous des accords commerciaux passés entre la Chine, la Russie et l'Iran pour s'échanger des biens et services et ensuite se payer en or et ou en matières premières? Ah, en matière première. Oui, alors en matière première, non, sûrement pas parce que c'est pas assez liquide. Donc vous pouvez pas imaginer de régler le commerce international même entre trois pays en blé par exemple. Ce serait trop compliqué. Puis en réalité, ce que feraient les gens dès qu'ils auraient reçu leur blé, ils le vendraient pour avoir du dollar. En tant que Français vivant en Allemagne, quel est votre sentiment sur l'état de l'opinion dans ce pays sur l'Union européenne,
en particulier à défaut de partis comparables à l'UPR? Avez-vous connaissance de mouvements, de courants radicalement opposés à l'UE susceptibles à court ou à moyen terme de se faire entendre et de rallier une part importante de l'opinion des citoyens allemands et en évitant de verser dans les excès de partis comme Alternative for Deutschland? Merci. C'est le seul dont j'ai entendu parler. Enfin, le seul parti qui soit officiellement et définitivement anti-euro est justement celui-là. Il n'y en a pas d'autres à ma connaissance. J'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part l'AfD? Il n'y a que des partis mainstream comme le SPD, la CDU-CSU, les Verts, les Jaunes et Die Linke. Aucun de ceux-là n'est anti-euro. Et sur l'état de l'opinion publique, du coup, sur l'Union européenne en Allemagne? Alors, sur l'état de l'opinion publique, il n'est pas reflété dans les partis. Effectivement, l'opinion publique allemande est plus eurosceptique que ce qu'on pourrait croire à la lecture des programmes des 6 partis importants en Allemagne. Donc, sur ces 6 partis, il n'y a que l'AfD qui soit anti-euro, et les 5 autres sont tous à fond pro-euro. Pro-euro, pro-Union européenne, pro-tout, quoi. Ça ne reflète pas l'état général. Il y a encore des Allemands qui sont attachés à l'Union européenne ou à l'euro, ça c'est vrai, mais il y a de plus en plus de grogne. C'est pour ça qu'il y aurait certainement un espace pour un parti qui serait favorable au Dexit, mais il ne s'en crée pas, peut-être parce que l'AfD occupe le terrain sur cette question. Et je précise d'ailleurs que l'AfD n'est favorable à un Dexit au sens de sortir de l'Union monétaire, mais pas au sens de sortir de l'Union européenne. Bonjour, j'ai vu sur la chaîne Thinkerview que l'Allemagne imprime en masse des billets Deutschmark en prévision d'un effondrement économique. Est-ce vrai? Je l'ai jamais entendu dire, en tout cas pas récemment. Ceci étant, l'Allemagne a déjà fait ça et c'était pas en prévision d'un effondrement économique. Elle l'a fait à plusieurs reprises dans son histoire en prévision d'une invasion soviétique. Je pense que c'est une mesure de précaution qu'ils doivent maintenant considérer comme traditionnelle. Ce qui serait plus étonnant, c'est que ces billets de secours soient imprimés en marques et pas en euros. Mais ça, je l'ai pas vu confirmer. Je crois que Karim me donne la source. Monsieur Brousseau, quelles seraient les conséquences d'une sortie de l'Allemagne de l'euro pour la France? Alors, elle serait assez bonne. Parce que si l'Allemagne sortait de l'euro, elle ne laisserait pas une dette sur laquelle elle pourrait faire faillite. Par conséquent, la Banque de France n'aurait pas à prendre une partie d'une perte qui serait consécutive à la défaut sur cette dette, puisque l'Allemagne n'aurait pas de dette. Elle sortirait même avec un profit. Donc il n'y aurait pas l'inconvénient qu'aurait une sortie de l'Italie. Et par contre, il y aurait un avantage considérable qui est que l'idée de l'euro serait définitivement morte. L'Allemagne sortait de l'euro. Donc c'est vraisemblablement ce qu'on peut souhaiter de mieux. Que pensez-vous de l'initiative monnaie pleine suisse? Je la trouve bien compliquée, risquée, et il y a des points sur lesquels ces organisateurs n'insistent pas, mais qui sont quand même dans les textes. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que je crois que tout le monde ne connaît pas forcément, est-ce que vous pouvez résumer un peu le... Ok, très bien. Donc, vous savez qu'il existe une monnaie dite légale, donc celle qui était mise par la Banque centrale, sous la forme en général soit de pièces et billets, enfin de billets plutôt, soit de comptes ouverts à la Banque centrale, et qui a le privilège d'avoir le pouvoir légal. Et puis il y a des monnaies comme le contenu de votre compte en banque à la BNP ou à la Société Générale, qui n'ont pas ce privilège. Et ces deuxièmes monnaies, cette deuxième sorte de monnaie est plus grande que la première sorte de monnaie, d'accord? Donc la première s'appelle en général M0, c'est un nom de code habituel, et la deuxième, en comptant le M0 qui en est une petite proportion, ça s'appelle le M1. Donc vous avez un grand M1 et un petit M0. Et ce projet suisse consiste en fait à faire que le M1, qui est grand, devienne un M0. C'est-à-dire que tout l'argent que vous auriez à une banque commerciale, en fait, ça serait directement des créances sur la Banque centrale suisse, donc la BNS, et il n'y aurait plus de distinction entre le M0 et le M1. Alors, est-ce que ça apporterait quelque chose? J'en ai pas l'impression. Est-ce que ça comporterait des risques? Oui, ça comporterait de considérables risques opérationnels parce que ça serait un chantier très grand. Et puis il y a la phase de transition pose des problèmes qui à moi me paraissent insolubles. Parce que si les banques commerciales suisses cessent d'être les débitrices envers le client et que c'est la Banque nationale suisse qui devient la débitrice envers le client, donc pour compenser, vous devez avoir que la BNS, la Banque centrale suisse, acquiert une créance
sur la banque commerciale où était le compte du client, ou si vous voulez, c'est la banque commerciale qui a une dette vis-à-vis de la BNS, et le montant de la dette du système bancaire suisse envers la BNS serait donc, par définition, exactement M1 moins M0. Presque égal à M1, donc très grand. Donc la BNS se retrouverait en fait avec des créances gigantesques sur le système bancaire suisse, dont on ne voit pas comment elle pourrait être repayée. On aurait quelque chose d'un petit peu analogue au problème des targets, si vous voyez. Que la notion de problème des targets vous évoque quelque chose? Oui, mais peut-être que vous pouvez expliquer. Donc là aussi, on a un problème qui est que quelqu'un se retrouve avec une dette qu'il peut pas payer parce qu'elle est trop grande. Donc ça devient une créance pourrie, donc c'est pas bon. Donc provoquer comme ça l'apparition de créances pourries me paraît une très mauvaise idée. Quand il n'y en a pas, il faut pas en rajouter. Donc, alors, oui, allez-y. Donc oui, globalement, le jugement que je porte sur cette initiative monétaire est pas très bon, quoi. Est-ce que le conseil de supervision au sein de la BCE prévoit une amélioration de la rentabilité des banques? Madame Nou, ou Nouy, je ne sais pas comment ça se prononce, Madame Nouy, sa présidente, a déclaré que le principal défi des banques de la zone euro était la rentabilité, suggérant ensuite à ces banques d'augmenter les frais et commissions et de réduire le nombre de succursales. À quel point ces banques sont-elles complices du système UE-BCE euro? Comme je pense que la réponse est jusqu'au cou, auriez-vous des anecdotes en ce sens? Non, la réponse n'est pas jusqu'au cou. Elles n'ont pas véritablement le choix. Si on leur dit de faire ça, elles le feront. Et c'est certain que ça ne rendra pas service à la population. Mais je crois que ce qu'il faut voir là-dedans, la cause première, c'est l'idéologie ultralibérale qui règne à Bruxelles, quoi. Au fond, il n'y a pas une très grande différence entre ça et l'idée, qui est aussi une idée de Bruxelles, de cesser de desservir les petites gares SNCF parce qu'elles ne sont pas rentables. Le lien, c'est que il se pouvait que les petites lignes SNCF ne soient pas rentables, mais elles rendaient un service qui n'était pas immédiatement quantifiable en termes monétaires, qui était de donc désenclaver des pays, désenclaver des régions, désenclaver des départements. Oui. Voilà. Et là, c'est un petit peu la même chose. Si vous retirez de l'accès bancaire à la population, peut-être que c'est pas rentable, ça va faire une sorte d'enclavement. Ça va vouloir dire que ce sera plus difficile d'avoir une vie bancaire normale, qu'on aura son agence très loin, qu'elle coûtera cher, et donc peut-être qu'on aura privilégié la rentabilité, mais on aura contribué à fractionner la société et fractionner le territoire, qui est en fait exactement le contraire de ce que nous, à l'UPR, on voudrait faire. Parce que nous, on est conscient que il y a des choses qui servent à toute la collectivité, qui servent à toutes les collectivités, à toute la collectivité dans son ensemble, et que ces choses-là, ça vaut la peine de les faire vivre, même si ça coûte un peu, même si c'est pas rentable. C'est le principe en fait d'une organisation nationale. Elle doit mettre un petit peu de sa poche pour que ça fasse débuter des réactions en chaîne, des qui sont mieux portantes, des localités qui sont mieux portantes, des gens qui ont moins de difficultés pour prendre leur activité proprement économique, et donc ces choses qui a priori ne sont pas directement rentables finissent par se retrouver dans une croissance meilleure, dans une sécurité meilleure, et même dans des trucs qui sont pas quantifiables d'un point de vue économique, enfin dans une qualité de vie meilleure. Il n'y a pas une très grande différence entre ça, par exemple, et dire on va se doter de tribunaux et de police parce que finalement les gens n'aiment pas être agressés dans la rue. Bon, c'est pas forcément rentable de protéger les gens d'être agressés dans la rue, mais globalement, si vous fondez un état de droit, ce qui va se passer, c'est que ensuite les gens vont préférer investir dans cet état de droit plutôt que là où c'est le Far West, et puis vous allez même attirer donc des investissements de l'étranger si l'étranger est resté le Far West. Et donc, bien qu'on n'en voit pas la valeur monétaire immédiatement, ce genre de contribution étatique à un service général est en réalité rentable à long terme. Finalement, la civilisation, c'est pas autre chose.
Donc effectivement, elles sont pas forcément complices, elles sont plus obéissantes. Alors pour ce qui est des banques commerciales, oui, j'imagine que de toute façon elles n'ont pas leur mot à dire. Mais par contre, l'idéologie de Bruxelles est parfaitement reconnaissable là-dedans, et c'est une mauvaise chose. Non, il n'est pas intéressant, même pour préserver la sacro-sainte rentabilité, de couper aux Français leur accès, soit qu'on le rende plus cher, soit qu'on le rende plus absent, soit qu'on le rende plus difficile d'accès. Ça va tout à fait dans le sens opposé à ce que nous on veut. Est-ce que l'euro permet-il vraiment d'être mieux protégé contre les attaques spéculatives, comme le disent parfois les européistes? Alors, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que si jamais on n'avait pas l'euro mais qu'on avait le franc, à ce moment-là, il se produirait des phénomènes du genre au Venezuela ou au Zimbabwe, et que l'étranger se mettrait à vendre à découvert la monnaie française, qui ne voudrait plus rien du tout, que ce serait l'enfer sur terre. Bon, c'est simplement du projectile. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit aux Anglais aussi quand les Anglais ont manifesté la velléité de voter le Brexit. On leur a dit ce sera la fin du monde et les dinosaures viendront vous manger si vous votez de travers. En particulier, leur monnaie devait s'effondrer. Et bon, est-ce qu'elle s'est effondrée? Non. Elle a subi simplement les variations qui sont statistiquement normales de plus ou moins 10% dans de temps dans le ordre de grandeur d'un an. Ça n'a pas fait pire, la dépréciation britannique. En plus, elle était bienvenue, puisque ça s'est retrouvé à booster leurs exportations et leur croissance, soit dit en passant. Donc, cette histoire que l'euro protégerait des attaques spéculatives, en fait, ça fait référence à un danger très largement exagéré et qui est un peu de film d'horreur pour inciter les électeurs à voter en faveur de l'Union européenne ou contre la sortie de l'Union européenne. Ceci étant, une fois que vous aurez le Frexit, il se passera quoi? Eh bien, selon toute vraisemblance, il se passera la même chose que ce qui se passe aujourd'hui avec l'Angleterre, ou que ce qui se passait avec la France avant 1980, ou que ce qui se passe encore aujourd'hui entre l'euro et le dollar. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une certaine taille normale des fluctuations d'un cours de change donné, qui ne doivent pas être trop grosses et qui ne doivent pas être trop petites, et qui sont d'un ordre de grandeur qui est toujours constant. Le marché d'échange s'adapte très bien à ça. Il sait calibrer le prix des options, il sait pricer, évaluer et couvrir les contrats de terme. Enfin, il a toute la mécanique. Ça ne pose aucun problème aux pays qui ont des monnaies convertibles, qu'il y ait cette volatilité d'un ordre de grandeur donné entre les différents pays. Et ce qui arrivera à la France après la sortie de l'union monétaire, ça sera en fait ce qui arrive en ce moment déjà à l'euro par rapport au dollar. Vous avez une certaine quantité de fluctuation qui va toujours être plus ou moins de l'ordre de 10% par an, que de 20% sur 4 ans, puisque ça marche par la racine carrée de la période. 5% sur 3 mois, ça ne sera pas des valeurs exactes, mais ça sera ça les ordres de grandeur. Et bien vous aurez la même chose entre le franc et le dollar une fois que serez sorti de la zone euro, puisque c'est toujours ça qui se passe. C'était comme ça avant, je veux dire à l'époque où il y avait un franc, c'est comme ça pour les pays qui ne sont pas rentrés dans l'euro, je pense à la livre sterling ou au franc suisse, et c'est une règle complètement générale entre toutes les économies développées. Donc c'est pas du tout dangereux en soi. Alors ensuite, la menace fait référence implicitement à l'hypothèse d'une attaque spéculative, genre ce qu'a fait Soros en 92 contre la Angleterre. Alors ça c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, pour qu'une telle attaque spéculative fonctionne, il faut qu'il y ait un cours officiel à défendre. Si vous avez juste le cours de marché, ça marche pas. Les attaques spéculatives fonctionnent en exploitant la différence entre les deux, quoi. C'est-à-dire que ce qu'a fait Soros, c'est qu'il a essayé de contraindre la Banque d'Angleterre à maintenir le cours de marché au-dessus d'un certain cours plancher qui était de nature officielle. Quand il a contraint la dite Banque d'Angleterre à lâcher prise et que le cours de marché est passé en dessous de ce cours plancher officiel, à ce moment-là, le reste du monde, c'est-à-dire les investisseurs qui n'étaient pas spéculatifs, ont dit bon bah ça va rester en dessous, et donc ils ont commencé à traiter la monnaie anglaise aussi en dessous de ce plancher. Et parce qu'ils étaient là, Soros a pu prendre son bénéfice, c'est-à-dire qu'il a pu racheter la livre sterling qu'il avait vendue et revendre le marque qu'il avait acheté. S'il n'y avait pas eu cet élément-là, ça n'aurait pas pu marcher. Donc ça ne peut fonctionner que lorsqu'il y a un cours officiel de type cours plancher, cours milieu ou cours plafond.
Si vous essayez de faire une attaque spéculative et qu'il n'y a pas ces éléments-là, bah, ça va pas marcher. Vous allez simplement pousser. Puis quand vous en aurez marre de pousser, vous relâcherez votre pression et ça va revenir là où c'était avant et vous n'aurez rien gagné du tout. Et les attaques spéculatives, dans le cas d'une France qui tirerait de la zone euro, elles seraient pas très faciles à faire parce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là de cours officiel de cours à défendre, si vous voulez, de pivot ou de cours plancher ou de cours plafond entre la nouvelle monnaie française et l'euro. Ce serait par exemple ce qui s'est passé, je crois, en 2015 avec le rouble russe. Vous avez eu des gens qui se sont mis à attaquer le rouble. Bon, voilà, ils ont attaqué le rouble, mais il n'y a pas de cours officiel à défendre. Donc une fois qu'ils ont eu bien attaqué le rouble, ils se sont fatigués et le rouble est remonté comme du caoutchouc. Et voilà, ça ne leur avait rien apporté. Cette menace d'attaque spéculative est un petit peu un marronnier du Project Fear. Plein de gens vous disent comme des robots, oui, si jamais tel pays sort de ça va être l'horreur et la monnaie vaudra plus rien. Bon, je rappelle d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui a préempté le tiers du passage à TF1 du candidat Asselineau pendant la période d'égalité. Donc il pouvait parler une demi-heure et les 10 minutes centrales ont été c'est pas lui qui parlait, c'était une bande enregistrée de quelqu'un qui ressortait toutes les inepties dont je viens de parler. Et puis le pauvre candidat Asselineau pouvait même pas répondre parce que c'était une bande enregistrée. Et puis de toute façon, il était venu avec d'autres choses à dire. Enfin, donc ce monsieur disait oui, mais monsieur Asselineau, que direz-vous aux Français quand leurs petites économies vaudront plus rien, etc., etc. Bon, c'est pas vrai. C'est la même chose qu'on a dit aux Anglais et ça s'est pas produit. Faut pas croire toutes les images d'Épinal. Est-ce qu'on a la possibilité de rapatrier des fleurons, qui ont été vendus et surtout, comment la France produira-t-elle des richesses si elle ne possède plus rien de rentable? Les fleurons. Ah non, je pense qu'on n'a pas la possibilité de les récupérer sauf en spoliant, ce qui est d'ailleurs une voie qu'il faudrait examiner. Donc en spoliant les propriétaires actuels de ce qu'ils avaient. Je crains cependant que dans la plupart des cas, il va falloir recréer les fleurons que notre ami Macron a vendus. C'est-à-dire les recréer à partir de zéro. Je sais pas ce qu'il nous restera quand Macron sortira du pouvoir, mais ce qu'il aura vendu, dans la plupart des cas, on ne pourra pas le ressaisir. Donc il faudra le reconstruire. Enfin, d'un autre côté, ça a bien été construit une fois et par nous. Donc probablement qu'on y arrivera encore. Si la valeur d'une monnaie est le reflet de l'industrie d'un pays, l'euro serait donc le reflet de l'industrie de toute l'UE. L'UE ayant 28 pays membres, bientôt 27, comment seule l'Allemagne pourrait bénéficier d'une monnaie trop faible pour son industrie? L'industrie de l'Allemagne serait plus importante que l'ensemble de tous les autres pays. Elle en bénéficie. Quand on dit qu'elle en bénéficie, c'est qu'elle en bénéficie pour ses exportations. Il est clair que les autres en bénéficient pour leurs importations. Alors après, ça fait mal ou ça fait pas mal, selon que c'est les exportations qui posent problème ou les importations qui posent problème. Mais il n'y a pas cette asymétrie à laquelle votre interrogateur pense. L'euro est actuellement trop faible pour l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle pourrait avoir une monnaie qui serait plus forte et elle continuerait à exporter, puis elle importerait encore mieux. Et il est actuellement trop fort pour la France et à plus forte raison pour les pays du Sud. Il a raison pour laquelle l'euro est plutôt placé vers le trop fort que vers le trop faible, tient en fait à l'idéologie de la BCE, qui à l'origine au moins était une copie conforme de l'idéologie de la Bundesbank. La Bundesbank, bon, c'est pas un secret, a toujours voulu une monnaie très forte. On a dit, enfin la BCE au départ était aussi là-dessus, elle voulait un euro qui soit super fort, bon, et c'est pourquoi elle ne demande pas, elle n'a pas tellement envie de faire baisser la valeur de l'euro sur les marchés d'échange. Ceci étant, si elle avait cette envie, comment voudriez-vous qu'elle fît? Elle ne pourrait pas parce que comment est-ce que vous pouvez faire baisser votre propre monnaie si le marché veut pas qu'elle baisse? On se retrouverait dans la situation où s'est retrouvée la Banque nationale suisse il y a quelques années, qui souhaitait en fait que le franc suisse devienne moins fort. Il a dit au grand mot les grands moyens, ce que je vais faire, je vais émettre du franc suisse et le vendre et racheter plein de choses étrangères avec, enfin essentiellement et puis du dollar. Comme ça va faire baisser le franc suisse et j'empêcherai qu'il ne monte au-dessus d'un certain niveau par rapport à l'euro, a-t-elle dit. Elle l'a dit, elle a tenu un moment, mais elle a été obligée de céder et de lâcher prise. Les banques centrales sont démunies dans les deux sens. Elles peuvent avoir du mal à empêcher
en monnaie de baisser quand le marché a décidé que ça devait baisser, mais elles peuvent aussi avoir du mal à les empêcher de le marché a décidé que ça montait. Selon moi, il attribue aux banques centrales un pouvoir hors de gérer les taux de change. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est ne pas essayer de le maîtriser et s'y adapter. Et c'est en général ce que font les pays qui ne sont pas dans des unions monétaires. Bonsoir Monsieur Vincent Brousseau. Serait-il possible et ou envisageable d'avoir 2 monnaies en France, avoir la possibilité de retirer soit des francs, soit des euros en banque selon qu'on souhaite faire des achats en France ou dans la zone euro? Est-ce que cela correspond à ce que veulent faire les Italiens? Et dans ce cas, les cartes bancaires pourraient-elles être débitées en francs en France et en euros dans les pays adjacents? Alors, ça c'est une question, enfin c'est 3 questions. Hein. Donc la première question c'est est-ce qu'on pourrait avoir 2 monnaies en France? Oui, normalement vous ne le pouvez pas parce que vous avez enfin, ou alors c'est qu'il y en a une qui a une circulation très marginale. Mais vous ne pouvez pas avoir 2 monnaies qui circulent beaucoup en France parce qu'il y a la loi de Gresham qui est que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc in fine, ce qui se passe, c'est qu'il n'y en aurait qu'une seule qui circulerait dans la. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Berlin pendant le début de la période de la division entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Au départ, la monnaie est-allemande a eu effectivement un pouvoir libératoire à Berlin-Ouest. Ce qui s'est passé, c'était très vite que ça n'a plus servi qu'à payer certaines choses et jamais d'autres. Donc, par exemple, les gens avaient la possibilité de payer leur loyer en monnaie de l'Est, ce qu'ils faisaient, et puis ils gardaient la monnaie de l'Ouest pour les autres trucs. Ce qui fait qu'il a fallu y mettre fin, et que la séparation monétaire entre les deux est devenue totale, parce que c'est pas viable d'avoir 2 monnaies qui circulent parallèlement l'une par rapport à l'autre. Mais ensuite, la question de votre interlocuteur devient plus pragmatique. Il dit, est-ce qu'on pourrait avoir des comptes en euros et en francs? C'est ça? C'est ça qu'il dit? Oui. Donc ça, oui, vous pourriez, mais vous pouvez déjà, je pense, à mon avis, il n'est pas interdit même maintenant d'avoir un compte en dollars en France. Donc, de la même façon, vous pourriez avoir un compte en euros après. Effectivement. La sortie de... Ouais. Donc c'est permis. Et pour les cartes de crédit, c'est pareil. Vous pouvez les choisir qu'elles soient débitées. Enfin non, pour les cartes de crédit, ce qui va se passer, c'est que elles seront débitées dans la monnaie du compte auquel elles sont branchées. Chaque compte sera soit en euros, soit en dollars, soit en francs français, soit en ce que vous voulez. Et donc la carte de crédit que vous utiliserez va vous débiter sur un certain compte qui a une certaine monnaie, et ça sera fait dans cette monnaie. Par contre, il y a parfois des possibilités qui sont offertes de manière commerciale. Par exemple, quand vous allez en Suisse, comme touriste, et que vous utilisez votre carte de crédit qui est une carte de crédit en euros, n'est-ce pas? La machine va vous demander est-ce que vous désirez être facturé en francs suisses ou est-ce que vous désirez être facturé en euros. Et si vous qui répondez je désire être facturé en francs suisses ou je désire être facturé en euros. Alors c'est pas une situation générale, mais si l'endroit où vous pouvez offre ce service, vous pouvez en profiter. Par contre, je pense que vous ne l'aurez pas toujours. Et ensuite, il y avait une question sur l'Italie, c'est ça? Est-ce que vous pensez... Est-ce que les Italiens, ce que veulent faire, c'est la même chose? Alors, non, pas vraiment. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il y ait une monnaie, en effet, une pseudo-monnaie qui circulerait en Italie seulement, et puis formellement, ils garderaient l'euro comme monnaie sens du terme. Et ce qu'ils espèrent, sans le dire, c'est que cette pseudo-monnaie va se mettre à circuler tellement que finalement elle prendra la place de l'ancienne, d'accord? Oui. Et à ce moment-là, l'ancien deviendra un petit peu comme si vous thésaurisiez maintenant des dollars ou des francs suisses. Oui, ok. Voilà. Et ensuite seulement ils diront vu la façon dont la situation a évolué, finalement l'euro n'est plus monnaie en Italie et c'est seulement notre nouveau truc qui l'est. Et comment dirais-je, une approche graduelle et légèrement hypocrite. L'État a un contrôle sur les banques publiques, banques postales, caisses des dépôts, mais quel pourrait être le contrôle de l'État sur les banques privées si l'UPR était aux commandes? Mais en fait, il y a un contrôle même si l'UPR n'est pas aux commandes. Après, l'État peut choisir de ne pas l'utiliser, mais le rapport de force entre les banques et l'État n'est pas du tout en faveur des banques, parce que l'État peut faire des tas de trucs contre les banques, contre lesquels les banques n'ont aucune défense. L'État peut coller des amendes, des taxes,
l'État peut suivre au pénal des personnalités précises, genre un dirigeant de banque. L'État surtout peut faire sauter la licence bancaire d'une banque. C'est l'arme absolue. Donc, contre ces désagréments que l'État est capable d'infliger à une banque, il n'y a pas quelque chose qui équilibre en faveur des banques. En fait, elles sont complètement dans la main de l'État, même maintenant. Alors, après, il se peut que l'État ne souhaite pas contraindre les banques, ça le regarde, mais état de cause, ne serait-ce qu'à cause de cette histoire de licence bancaire, les banques n'ont aucune chance de défier l'État. Et d'ailleurs, elles s'y préparent. Moi, j'ai été, vous le savez peut-être, banquier avant d'être à la BCE. J'ai travaillé à la Société Générale. Je sais très bien que là, la pensée dominante, c'était pas de défier l'État. Quand il y avait une bisbille avec l'État, il fallait toujours s'incliner. Ne jamais chercher à le défier. Et c'est logique. Une banque ne fonctionne que dans un cadre réglementaire, légal, que c'est pas elle qui fait. Elle reçoit des privilèges et elle reçoit aussi des craintes sur lesquelles elle a aucune prise. En fait, l'État, c'est un élément déterminant de son cadre de vie. Et elle n'a pas véritablement de possibilité de lutter avec l'État. Alors ensuite, elle essaie d'être plus maligne que l'État, mais c'est tout à fait une autre démarche. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce que vous faisiez à la BCE? Est-ce que vous auriez, je sais pas, un détail ou une anecdote sur lorsque vous étiez là-bas, sur l'atmosphère, sur ce qui était intéressant, ce qui vous aurait choqué ou marqué, par exemple? Bon, d'abord, sur la BCE, comme vous savez, j'y suis resté très longtemps et donc je n'ai pas fait qu'un seul service. Hein. J'ai eu le temps de faire le tour de pas mal de choses. Les premières années, je crois les 3 ou les 4 premières, je me souviens plus exactement, j'ai travaillé dans un service qui n'existe, qui n'est pas véritablement, dont on pourrait se dire qu'il ne sert pas à une banque centrale, mais qui est là par tradition parce que toutes les banques centrales en ont un. Et c'est un service qui est dédié à la recherche au sens académique et universitaire. Fort bien de pas être là. Et d'ailleurs, la preuve en est que les malheureux qui sont dans ces services-là sont souvent taillables et corvéables pour des activités qui n'ont rien à voir avec le mandat théorique de leur directorate. Ils doivent, par exemple, écrire les discours des dirigeants. Sorte d'impôt qu'on leur met, vous devrez écrire le discours de tel board member ou le discours du vice-président pour telle occasion. Et ça indique assez bien que ce qu'ils font normalement n'est pas crucial pour la vie de la banque. Mais alors ensuite, je suis passé au service des opérations de marché et ça, c'est beaucoup plus crucial. C'est là en fait que je suis surtout formé à comprendre tous ces détails de mécanique, organisé comme ça et pas autrement, pourquoi, quels sont les chiffres importants à regarder dans un bilan, pourquoi le bilan est présenté comme ça, comment ça se lit, le bilan, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme décision de liquidité, injecter plus de liquidité, moins de liquidité, enfin au vu de ça et de raisons politiques, de politique monétaire aussi. Enfin tout l'aspect technique, et ça c'est un vrai métier. Et donc j'y suis resté aussi plusieurs années. En quelque sorte, c'est comme si j'avais appris les roues dentées, les engrenages et le cambouis. Maîtriser quand on utilise des machines. Donc ça, c'était véritablement crucial. Et ensuite, j'ai été dans le directorate d'économie, où là, précisément, on s'occupe de la politique économique en général, enfin de la politique monétaire et de tout ce qui va autour de la politique monétaire, c'est-à-dire de tout ce qui recueille d'informations qui est nécessaire pour prendre de bonnes décisions de politique monétaire. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai été spécialement dans la petite section qui s'occupait, elle, directement de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, toutes les autres étaient des satellites de celle-là. Donc là, j'ai encore appris plus de choses réelles. Et sur la fin, j'ai dû le mentionner, coordonner aussi la réflexion que la BCE menait sur les procédures d'exit, donc d'exit de la zone euro, qui
des réflexions extrêmement fines, extrêmement poussées, où il fallait regarder toutes sortes de choses comptables, juridiques, économiques, financières, marché financier, tout à la fois. Et donc aussi bien la section où j'étais à ce moment-là, donc c'est celle où j'ai été en dernier lieu, et puis celle où j'avais été avant, m'ont apporté beaucoup pour faire, et surtout pour acquérir la compréhension nécessaire, parce que c'est pas du tout des faciles. Donc, je dirais que la section où j'ai passé la deuxième partie de ma carrière BCE et la section où j'ai passé la troisième partie de ma carrière BCE ont été des endroits inappréciables. J'ai appris des choses qui n'auraient pas pu être apprises ailleurs. Alors que la toute première, mon Dieu, j'aurais pu la faire exactement de la même façon en étant au FMI, à la Banque de France, à la BEI, à la Fed de New York ou à la Fed de Washington, enfin où vous voulez. C'est pas véritablement spécifique à la construction européenne. Hein, c'était... Donc globalement, j'ai eu, on va dire, de la chance. Ensuite, donc votre interlocuteur voulait savoir si j'avais des anecdotes. Voilà, c'est ça. Des anecdotes amusantes ou non, bien sûr. Des anecdotes. Je dois dire, il faudrait que j'y réfléchisse. Non, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit. C'était très studieux. Studieux? Non, c'était pas du tout. Non, ça c'est pas vrai. C'était pas tout le temps studieux. Mais finalement, il n'y a pas tant que ça d'anecdotes rigolotes, quoi. L'ultralibéralisme étant un système mondial parfois imposé par la force, il donne comme exemple le Chili, l'Irak et le Venezuela. Prévoyez-vous une réaction du système en cas de Frexit, donc au-delà du fameux projet peur Non. Est-ce que vous avez des mesures? Est-ce que vous prévoyez des mesures, vous, pour... Non, mais il faut arrêter. Non, il faut arrêter de fantasmer. Ok, la Commission européenne est très vilaine, mais elle n'a pas d'armée. Et nous, je pense que c'est bien de le dire. Et puis, donc il n'est pas possible que quelqu'un nous impose quelque chose par la force. Encore moins nous qui avons la force atomique. Donc nous arrivons maintenant à la fin de notre entretien. Donc merci beaucoup Vincent Brousseau d'avoir répondu. C'est vraiment bien d'avoir des réponses claires, précises et assez rapides en même temps. Bon courage pour la suite. On espère peut-être vous revoir un jour sur le rameau. Merci à toutes les personnes ayant posé leurs questions. Pour les prochains entretiens, sachez que vous pourrez poser vos questions à notre invité à l'avance sur Discord, Twitter ou Facebook. Et vous trouverez les liens dans le salon lien. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à aimer nos contenus, etc. Donc merci beaucoup Vincent et puis bonne soirée. Ok, bonne soirée à vous.